La famille m'a toujours traité comme celle qui ne valait rien. Le jour de mon mariage, ils m'ont laissé seul à l'église tout en publiant des photos de dîner 10 ans, tant de paix sans le bruit. 8 ans plus tard, ils sont apparus exigeant 925 000 $. Mais j'ai souri. Puis j'ai sorti le classeur bleu marine. Ma mère a pâli quand elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout, mais il y a 8 ans, mon sang m'a laissé debout dans une église vide, dans une robe blanche qui ressemblait plus à un linceul qu'à une célébration. Pendant près d'une décennie, mon téléphone avait été un cimetière de numéros bloqués et de prières sans réponse. Un témoignage silencieux du jour où ma famille a décidé que je ne valais pas le prix d'une invitation de mariage. Mais ensuite, un mardi qui sentait la pluie et les regrets non lavés, le silence ne s'est pas contenté de se briser, il a volé en éclats. Je me tenais dans la cuisine de la maison que j'avais construite à partir de rien, me servant une tasse de café et regardant l'horizon de Seattle quand on a sonné à la porte. Ce n'était pas une sonnerie polie. C'était le martèlement frénétique et plein de droits de personnes qui croient posséder le sol sur lequel vous vous tenez. Quand j'ai ouvert la porte, l'air a quitté mes poumons. Ils étaient là. Ma mère, Eleanor, paraissant plus âgée mais portant toujours ce même masque de déception répété. Et ma sœur, Becca, s'agrippant à un sac à main de créateur comme à un bouclier. Elles n'ont pas commencé par « je suis désolé ». Elles n'ont pas demandé comment j'allais, ni pourquoi j'avais disparu de leur vie, ni même si j'étais heureuse. Elles se tenaient là, faisant couler l'eau de pluie sur mon parquet. Et ma mère m'a tendu un morceau de papier plié. Ce n'était pas une lettre de réconciliation. C'était une liste. Une liste de dettes, de prêts hypothécaires et de frais de mariage pour la sœur qui avait porté un toast à mon absence 8 ans auparavant. Clara, a dit ma mère, sa voix aussi tranchante que le givre hivernal. Nous devons parler de tes responsabilités envers cette famille. Tu as bien réussi pour toi-même, et il est temps que tu règles tes comptes. J'ai regardé le papier, puis les 2 femmes qui m'avaient effacé de chaque photo de famille, de chaque dîner de fête et de chaque souvenir. Elles pensaient que j'étais la même fille qu'elles avaient laissée derrière elles. Elles pensaient que j'avais toujours soif de leur approbation. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que pendant qu'elles étaient occupées à m'oublier, j'étais occupé à garder les reçus. Je n'étais plus seulement une architecte de bâtiment. J'étais l'architecte d'une vérité qu'elles allaient trouver très, très inconfortable. Je m'appelle Clara Miller. J'ai 32 ans. Et pendant les 24 premières années de ma vie, j'ai vécu dans une maison où l'amour était une monnaie que je ne pouvais jamais m'offrir. Nous vivions dans une charmante maison coloniale à 2 étages dans une banlieue de Savannah, en Géorgie. Le genre de maison qui a l'air parfaite sur une carte de Noël, mais qui ressemble à une cage si vous êtes le mauvais oiseau. Dans la maison des Miller, les rôles étaient attribués avant même que nous puissions marcher. Ma grande sœur, Becca, était le joyau de la couronne. C'était elle qui passait bien en photo, celle qui gagnait les concours de beauté, celle dont la moindre petite réussite était célébrée par un dîner à 3 plats et un certificat encadré sur le mur du salon. Et puis il y avait moi. J'étais l'arrière-plan. J'étais celle qui débarrassait la table, celle qui prenait les photos, celle dont la présence n'était remarquée que lorsque quelque chose devait être nettoyé ou lorsqu'un siège devait être rempli pour des raisons de symétrie. Ma mère, Eleanor, était la directrice de cette performance. Elle ne s'est pas contentée de nous élever, elle nous a organisés. Si vous regardiez les 14 photos encadrées au-dessus de notre canapé, Becca était sur chacune d'elles, rayonnante sous les lumières du studio. J'apparaissais sur exactement 2 d'entre elles. Sur la première, j'étais partiellement masqué par un arbre de Noël. Sur la seconde, mon visage était à moitié coupé par le bord du cadre. Ma mère n'a jamais pris la peine de la réparer. C'est une photo prise sur le vif, Clara, disait-elle avec cette inclinaison dédaigneuse du menton. Elle capture l'ambiance. J'ai grandi en comprenant que ma valeur était négociable, tandis que celle de Becca était absolue. Quand je ramenais d'excellentes notes, ma mère hochait la tête et demandait si j'avais fini la lessive. Quand Becca réussissait de justesse un contrôle de mathématiques, mon père dépensait 300 $ pour un professeur particulier parce qu'une fille comme Becca ne devrait pas avoir à s'inquiéter des chiffres. Bienvenue dans notre communauté où nous plongeons au cœur des histoires qui nous définissent, des moments de trahison, des vérités cachées et des triomphes ultimes. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre maison, ou si vous avez été celui que votre famille a décidé de considérer comme remplaçable, cette histoire est pour vous. Avant d'aller plus loin, veuillez prendre un moment pour vous abonner et rejoindre notre famille ici.
Votre soutien nous aide à raconter ces histoires et je lis chacun de vos commentaires sur vos propres parcours. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle était votre étiquette en grandissant. À l'âge de 22 ans, j'avais appris à construire mon monde dans les marges. J'étudiais l'architecture à l'université d'État grâce à une bourse qu'il ne m'avait pas aidé à obtenir. Je cumulais 2 emplois pour payer le matériel de dessin qu'ils ne voulaient pas m'acheter. Je construisais des fondations brique par brique pendant qu'ils étaient occupés à polir le piédestal de Becca. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je devenais assez prospère, ils me regarderaient enfin et verraient une fille au lieu du nombre. Mais ensuite, j'ai rencontré Ethan Reed. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a regardé et n'a pas vu une ombre du tout. Il a vu un chef-d'œuvre. Et c'est à ce moment-là que ma famille a décidé que s'ils ne pouvaient pas contrôler ma lumière, ils essaieraient de l'éteindre complètement. J'ai rencontré Ethan Reed le jour où mon monde semblait fait de papier gris. Je travaillais dans un petit cabinet d'architecture du centre-ville de Savannah, caché dans un bureau qui ressemblait plus à un placard, tandis que Becca était à la maison, probablement en train de faire sa 3e virée shopping d'avant-naissance. Ethan était un ingénieur en structure envoyé pour donner des conseils sur un projet de préservation historique que je dirigeais. Il n'est pas entré dans la pièce avec l'arrogance des hommes qui défilaient habituellement devant Becca, des hommes avec des fonds de placement et des noms de famille qui avaient leur place sur des bâtiments bancaires. Ethan est entré vêtu d'une chemise en flanelle délavée, portant une sacoche en cuir usé, et tenant une tasse de café qu'il a réellement proposé de partager quand il a vu à quel point j'avais l'air fatigué. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un n'a pas regardé à travers moi pour voir les meubles. Il a regardé mes plans. Puis il m'a regardé et il a dit, « Vous n'avez pas seulement conçu un bâtiment, Clara. Vous avez conçu une maison pour les histoires des gens. C'est rare. » Ethan venait d'une ville de l'Oregon qui n'avait même pas de feu de signalisation. Son père avait été charpentier, un homme qui lui avait appris qu'une maison n'est aussi solide que l'intégrité du bois à partir duquel elle est construite. Il n'était pas riche, mais il était solide. C'était le genre de personne qui se souvenait de la façon dont vous aimiez votre thé et remarquait quand votre voix tremblait, même si vous souriez. Quand je l'ai enfin ramené à la maison pour le dîner, l'air dans notre maison coloniale s'est transformé en glace. Ma mère, Eleanor, était assise en bout de table comme un juge lors d'une condamnation. Elle n'a pas interrogé Ethan sur son travail ou ses rêves. Elle lui a demandé où sa famille passait ses étés. Quand il a répondu que son père ne croyait pas aux vacances parce que le bois ne prenait pas de jours de congé, la fourchette de ma mère a frappé l'assiette avec un cliquetis métallique sec. Le fils d'un charpentier, a-t-elle dit, les mots dégoulinant d'une douceur condescendante qui était plus empoisonnée que n'importe quelle insulte. C'est pittoresque. Je suppose que vous cherchez à construire quelque chose de plus substantiel pour vous-même, n'est-ce pas? Becca a ri. Ce petit rire aigu et répété qu'elle utilisait pour signaler que quelqu'un était en dessous de nous. Clara a toujours eu un faible pour les personnages d'arrière-plan, n'est-ce pas, Frangine? D'abord, c'étaient les animaux errants au refuge, et maintenant ceci. La main d'Ethan a trouvé la mienne sous la table. Sa prise était chaleureuse et ferme, une encre silencieuse dans une pièce remplie de requins. Je ne cherche pas à construire quelque chose de substantiel, a dit Ethan, sa voix calme mais ferme. Je l'ai déjà trouvée. Elle est assise juste à côté de moi. Le silence qui a suivi a été assez lourd pour m'écraser le souffle. Mon père n'a pas levé les yeux de son steak. Il avait passé 30 ans à laisser ma mère organiser sa vie. Et il n'allait pas commencer à défendre son arrière-plan. Une semaine plus tard, l'ultimatum est tombé. Ma mère m'a appelé dans le salon, la pièce avec les 14 photos qui ne m'incluaient pas. Elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'Ethan Reed était un problème dans la marque familiale. Elle m'a dit que si je continuais cette petite rébellion, je perdrais bien plus que ma place à table. Tu as le choix, Clara, a-t-elle dit, le menton incliné de cet angle dédaigneux et familier. Tu peux épouser cet homme et devenir un fantôme pour nous, ou tu peux y mettre fin maintenant et rester une Miller. Nous n'avons pas de place pour les personnes qui ne contribuent pas au prestige de la famille. Si tu descends cette allée avec lui, tu t'éloignes de tout ce que nous t'avons jamais donné. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'il ne m'avait rien donné d'autre qu'une étiquette. Il ne m'avait pas donné d'amour. Il m'avait donné une liste de contrôle. Et Ethan était la seule personne qui avait jamais regardé la fille derrière la liste de contrôle et lui avait dit qu'elle était suffisante. Alors je serai un fantôme, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Mais c'était la chose la plus forte que j'ai jamais dite dans cette maison.
Je me suis levé et je suis sorti, laissant les 14 photos derrière moi. Je pensais que le pire était passé. Je pensais qu'en faisant mon choix, j'avais déjà payé le prix. J'avais tort. La vraie facture n'était même pas encore arrivée. 14 juin. L'humidité à Savannah était si épaisse qu'elle ressemblait à un poids physique appuyant sur la dentelle blanche de ma robe. J'avais 24 ans, debout dans la petite sacristie d'une chapelle historique à la périphérie de la ville. Ce n'était pas la grande cathédrale que ma mère avait toujours imaginée pour Becca, mais c'était magnifique. Il y avait ce genre de vieilles fenêtres cintrées qu'Ethan et moi aimions tous les deux, le genre qui laissait entrer la lumière même par temps nuageux. J'ai vérifié mon téléphone pour la 100e fois. Pas de message, pas de bonne chance, pas de « nous sommes en route ». Le téléphone de mon père allait directement sur la messagerie vocale. Becca m'avait bloqué sur tout depuis 3 jours. Le numéro de ma mère menait à une impasse. Ils viendront, ai-je murmuré à mon reflet dans le miroir. J'avais passé toute ma vie à être celle qui reculait pour leur faire de la place. J'avais passé ma vie à débarrasser leurs assiettes et à prendre leurs photos. Sûrement, en ce jour unique, ils se présenteraient pour moi. Sûrement, ils ne laisseraient pas leur fierté l'emporter sur le cœur de leur propre fille. La famille d'Ethan était déjà là. Sa mère, une femme gentille avec des mains calleuses et un cœur d'or, avait pris l'avion depuis l'Oregon. Elle avait épinglé un brin de lavande dans mes cheveux et m'avait dit que je ressemblais à un rêve. Ses amis remplissaient les bancs du côté gauche de l'église, riant et partageant des histoires. Mais le côté droit, mon côté, était un cimetière de sièges vides. La musique de l'orgue a commencé. Les portes se sont ouvertes. Je me tenais au fond de l'allée, mon bouquet tremblant entre mes mains. J'ai regardé tout au long de l'église. Ethan se tenait à l'autel et me regardait avec tellement d'amour que ça me faisait mal à la poitrine. Mais les bancs sur la droite étaient vides. Pas une seule personne. Pas une tante, pas un cousin, pas un parent. J'ai descendu cette allée seule. Pas de père pour m'accompagner. Pas de sœur pour se tenir derrière moi comme demoiselle d'honneur. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans une eau profonde. Je pouvais entendre les chuchotements des invités du côté d'Ethan. Je pouvais sentir la pitié dans leurs yeux et cela brûlait plus fort que la chaleur. Nous avons prononcé nos vœux. La voix d'Ethan était comme un bouclier me protégeant du silence des sièges vides. Il a dit, « Je te choisis ». Et je savais qu'il voulait dire qu'il choisissait la fille que la famille Miller avait jetée. Nous avons été déclarés mari et femme. Et alors que nous remontions l'allée, le vide du côté droit était tout ce que je pouvais voir. Ce n'était pas seulement des chaises vides. C'était une déclaration forte et hurlante. Tu ne nous appartiens pas. La réception était petite, organisée dans un café local. La mère d'Ethan a porté un toast qui a mis tout le monde aux larmes, mais mon cœur était toujours dans cette église vide. Je suis allé aux toilettes pour m'asperger le visage d'eau, et c'est là que je l'ai vu. J'avais débloqué l'Instagram de Becca pendant une seconde seulement, un moment de faiblesse, espérant voir une photo d'eux en route vers moi. Ce que j'ai vu à la place était un coup de couteau dans le ventre. Becca avait publié une photo 1 heure plus tôt. C'était toute la famille. Ma mère, mon père, Becca et 3 de nos cousins. Ils étaient au grill, le restaurant de viande le plus cher de Savannah. Ils tenaient tous des coupes de champagne, riaient, leurs visages rayonnant sous les lumières chaleureuses du restaurant. La légende disait, dîner de famille du dimanche avec les vrais. Tant de paix quand on coupe enfin le bruit. Famille N premier héritage Miller mieux que 100. Je me suis assise sur le sol de ces toilettes dans ma robe de mariée achetée $160 dans une boutique de dépôt-vente, et je n'ai pas pleuré. Les larmes avaient disparu. Quelque chose d'autre prenait leur place. C'était une clarté froide et dure. J'ai réalisé alors que ma mère avait raison sur une chose. J'étais un fantôme pour eux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les fantômes ont le don de se souvenir de tout. Je n'ai pas parlé de la photo à Ethan. Je ne voulais pas gâcher notre soirée. Mais alors que nous quittions Savannah ce soir-là, en direction de notre nouvelle vie à Seattle avec rien d'autre que 2 valises et l'un l'autre, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai fait une promesse. Je construirais une vie si grande, si forte et si pleine de lumière que leur absence ne serait rien d'autre qu'une minuscule tache sombre dans mon passé. Et s'ils essayaient un jour, un seul jour, de revenir dans cette lumière, ils découvriraient que l'arrière-plan avait construit un mur qu'ils ne pourraient pas franchir. Avant de passer aux 8 années suivantes de ma vie,
les années où j'ai arrêté d'être une victime et commencé à être l'architecte de mon propre empire, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous déjà été laissé pour compte un jour où vous aviez le plus besoin de vos proches? Aimez cette histoire si vous avez déjà dû trouver votre propre force. Et n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien compte énormément pour nous alors que nous partageons ces moments humains réels. Quitter Savannah ne fut pas une rupture nette. Ce fut une amputation. Nous avons traversé le pays dans une berline cabossée qui sentait le vieux café et l'espoir, la lourde humidité de la Géorgie étant lentement remplacée par l'air vif et mordant du nord-ouest du Pacifique. Seattle ne nous a pas accueillis à bras ouverts. Elle nous a accueillis avec une bruine grise implacable qui correspondait à la clarté froide dans mon cœur. Les 2 premières années furent de la survie à l'état pur. Nous vivions dans un studio dans un quartier de la ville où les lampadaires bourdonnaient trop fort et où le radiateur cliquetait toute la nuit comme un fantôme agité. Ethan travaillait 12 heures par jour sur des chantiers de construction, rentrant à la maison avec de la sueur de bois dans les cheveux et des mains si écorchées qu'il pouvait à peine tenir une fourchette. Je travaillais comme stagiaire junior dans un cabinet de préservation historique pendant la journée. Et la nuit, je faisais des gardes dans un restaurant près du front de mer. Je me tenais là à 3 heures du matin, sentant la vieille graisse et la cire pour le sol, servant du café à des camionneurs qui ne savaient pas que la fille qui leur servait des œufs rêvait de restaurer les fondations même de la ville. Chaque pourboire que je gagnais allait dans une boîte à chaussures. Chaque dollar qu'Ethan économisait allait dans notre fonds de fondation. Nous n'économisions pas seulement pour une maison. Nous économisions pour un avenir qui ne nécessitait la permission de personne pour exister. Mais pendant que je construisais ma carrière, je construisais aussi autre chose. J'avais commencé à transporter un petit appareil photo Kodak jaune, du genre jetable. Puisque personne n'était là pour me prendre en photo, je suis devenu mon propre témoin. J'ai pris des photos du jour où nous avons signé notre premier bail. J'ai pris une photo de ma première table à dessin, un morceau de contreplaqué en équilibre sur 2 chaises moelleuses. J'ai pris une photo de la première fois où mon nom est apparu sur un jeu de plans. Je les gardais tous dans une boîte, un enregistrement silencieux d'une vie vécue dans les marges. Et puis il y avait le silence de la Géorgie. Je n'ai pas arrêté d'essayer au début. J'étais toujours cette fille dans la robe jaune tachée, espérant une miette d'approbation. Pendant les 3 premières années, j'ai envoyé des cartes. J'ai envoyé une carte pour l'anniversaire de ma mère, une pour celui de mon père, et une carte de Noël chaque mois de décembre. J'ai envoyé un faire-part quand nous avons enfin acheté notre première modeste maison, une maison à rénover avec un sous-sol qui fuyait et un jardin plein de mauvaises herbes. 11 jours plus tard, les enveloppes apparaissaient dans ma boîte aux lettres. Elles étaient toujours estampillées d'une teinte de rouge froide et violente. Retour à l'expéditeur. Parfois, la colle sur le rabat était froissée comme si quelqu'un l'avait ouverte, avait regardé le contenu, avait regardé les photos de la vie que je construisais, puis l'avait soigneusement refermée avant de la renvoyer dans le néant. C'est alors que j'ai acheté le classeur bleu marine. C'était un lourd classeur à 3 anneaux avec des pochettes en plastique transparent. Je ne l'ai pas gardé par méchanceté. Je l'ai gardé parce que je suis architecte et que les architectes ne jettent pas la documentation. J'ai classé chaque carte retournée. J'ai classé la capture d'écran de la publication Facebook où ma sœur Becca publiait une photo de la famille lors d'un barbecue d'été avec pour légende, enfin, la famille parfaite de 4 personnes. J'ai classé les transcriptions de la messagerie vocale des 3 fois où j'avais essayé d'appeler mon père seulement pour être accueilli par une tonalité ou sa voix disant « Ta mère a besoin de plus de temps ». Onglet 1, année 1. Onglet 2, année 2. C'est devenu le registre de mon exclusion. Chaque fois qu'il disait au monde que j'étais un fantôme ou une erreur, je classais le reçu. Professionnellement, la tendance a commencé à s'inverser quand j'avais 28 ans. J'ai dirigé un projet de restauration d'une bibliothèque Carnegie des années 1920 dans une petite ville près de Seattle. Le conseil municipal voulait la démolir, mais j'ai vu les fondations. J'ai vu le savoir-faire que tout le monde avait abandonné. J'ai travaillé bénévolement pendant les 6 premiers mois, dormant dans ma voiture parce que je n'avais pas les moyens de payer l'essence pour le trajet. Quand les portes se sont enfin ouvertes, la ville a voté pour donner mon nom à la salle de lecture. À 31 ans, j'avais mon propre studio. Nous nous sommes spécialisés dans les os de la ville. Les églises, les bureaux de poste, les structures qui maintiennent une communauté ensemble. Les journaux nationaux ont commencé à appeler. Le magazine American Preservation me voulait pour une couverture.
Ma valeur nette n'était plus mesurée en pourboire. Elle était mesurée en contrat et en dépôt d'introduction en bourse réussi. J'avais construit un empire à partir du silence qu'il m'avait donné. J'étais la directrice financière de ma propre vie et le bilan était enfin dans le vert. J'avais un mari qui me regardait comme si j'étais le centre de l'univers et une maison qui ressemblait à un sanctuaire. Je pensais que j'étais en sécurité. Je pensais que les 8 années de silence signifiaient que la facture était payée. Mais des gens comme Eleanor Miller ne laissent pas une dette impayée quand ils réalisent que le débiteur a trouvé une mine d'or. Vous ne leur manquez pas parce qu'ils vous aiment. Vous leur manquez parce qu'ils n'ont plus personne pour payer leur style de vie. Alors que vous suivez ce voyage de reconstruction et de résilience, c'est un rappel que votre valeur n'a jamais été déterminée par les personnes qui refusent de vous voir. Si cette partie de l'histoire résonne en vous, si vous avez déjà dû devenir votre propre témoin, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à notre communauté. Nous sommes bien plus que de simples histoires ici. Nous sommes un système de soutien pour tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient invisibles. Dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous construit quand le monde vous a dit non? Le silence était sur le point de prendre fin, et le bruit qui a suivi était plus calculé que n'importe quel plan que j'ai jamais dessiné. La sonnette a retenti à 10h14 un mardi matin. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais dans mon bureau à domicile en train d'examiner un contrat de fournisseur pour un nouveau projet à Austin. Le soleil frappait les fenêtres lavées par la pluie de notre maison d'artisan de Seattle, et le monde semblait calme, paisible. Quand j'ai ouvert la porte, la paix n'est pas seulement partie. Elle s'est évaporée. Là se tenait ma mère, Eleanor, et ma sœur, Becca. Ma mère portait un gilet beige, la couleur de la fausse humilité, et serrait une petite valise usée. Becca se tenait derrière elle, portant une veste de créateur et tenant un téléphone qu'elle utilisait déjà pour scanner l'intérieur de mon couloir. « Clara » a dit ma mère. Sa voix n'avait pas la chaleur d'une mère qui avait retrouvé sa fille perdue depuis longtemps. Elle avait la cadence coupée et professionnelle d'un agent de recouvrement. « Maman, Becca » ai-je dit. Ma voix était posée. 8 années de thérapie et de succès m'avaient donné une voix qui ne tremblait plus quand elles entraient dans la pièce. « Que faites-vous ici » Elles n'ont pas demandé à entrer. Elles m'ont bousculé, leurs yeux cataloguant les parquets, les hauts plafonds et l'art coûteux sur les murs. Je les ai conduites à la cuisine, la pièce où la vérité réside dans ma maison. Elles n'ont pas commencé par « je suis désolé ». Elles n'ont pas commencé par « tu nous as manqué ». Elles se sont assises à mon îlot en marbre, et ma mère a plongé la main dans son sac à main et en a sorti un morceau de papier plié. Il était écrit à l'encre bleue, avec des puces soignées dans l'écriture qu'elle utilisait pour les listes de repas partagés de l'église. Nous avons vu les magazines, Clara, a dit Becca, les yeux voltigeant vers la machine à expresso. Tu as bien réussi pour toi-même. Mieux que quiconque l'aurait cru pour quelqu'un comme toi. Ma mère a déplié le papier. Nous devons parler de l'avenir de la famille, a-t-elle dit en glissant la liste sur le marbre vers moi. Je ne l'ai pas ramassée. Je l'ai juste regardée. Fonds de retraite pour ton père et moi, 500 000 $. Mariage et lune de miel de Becca, 200 000 $. Remboursement de l'hypothèque pour la maison de Savannah, 180 000 $. Soutien mensuel pour l'entretien de la famille, 3 000 $. Le total frôlait le million. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une facture pour la vie dont il m'avait exclu. C'est ce que font les familles, Clara, a dit ma mère, le menton incliné à ce vieil angle familier. Ton père et moi avons tout sacrifié pour te donner des fondations. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Nous t'avons envoyé à l'école. Maintenant que tu as trouvé de l'or, il est temps que tu règles tes comptes. Sacrifié, ai-je répété. Le mot était amer dans ma bouche. Tu m'as donné les vêtements de seconde main de Becca. Tu m'as donné 3 photos sur un mur de 14. Tu m'as donné une église vide le jour de mon mariage. Nous étions contrariés, Clara, a coupé Becca, sa voix semblant préparée. Les gens disent des choses quand ils sont émotifs, mais nous avons dépassé cela maintenant. Nous allons de l'avant en tant que famille. Et en tant que famille, nous investissons les uns dans les autres. Un investissement familial, ai-je dit. J'ai regardé la liste des exigences. Elles avaient suivi mon succès, surveillé la croissance de mon entreprise, et attendu que les chiffres soient assez élevés pour que le voyage en vaille la peine. Elle n'était pas venue pour la fille.
Elles étaient venues pour le compte bancaire. Ma mère s'est penchée en avant, les yeux s'humidifiant de cette manière théâtrale qu'elle avait perfectionnée il y a des années. Nous avons traversé une période difficile, chérie. La santé de ton père, la fermeture de l'usine. Nous avons juste besoin d'un petit peu de l'abondance dont tu as été béni. C'est seulement juste. Juste? Le mot le plus dangereux de la langue anglaise quand il est prononcé par quelqu'un qui n'a jamais été juste. Je suis une personne de chiffres, maman, ai-je dit en me levant. Et les calculs de tout ça ne tiennent pas. Tu as apporté une liste de ce que tu veux, mais tu as oublié que depuis 8 ans, je tiens une liste de ce que tu as fait. J'ai marché vers mon bureau. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Je savais exactement où il était. Tiroir du bas, sous les dossiers fiscaux, derrière les documents d'assurance. Le classeur bleu marine attendait. Je suis entré dans mon bureau à domicile, la pièce qui témoignait de chaque nuit blanche, de chaque échéance stressante et de chaque brique que j'avais posée dans les fondations de ma propre vie. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau en acajou. Il était là, le classeur bleu marine. Il était lourd, son dos renforcé avec du ruban adhésif parce que j'avais ajouté tellement de preuves au cours des 8 dernières années. Je ne me sentais pas en colère en le saisissant. J'ai ressenti une clarté professionnelle froide. J'étais architecte. Je traitais de faits, de structures et de choses qui pouvaient résister à l'épreuve du temps. Leur mensonge était un échafaudage bancal, et j'étais sur le point de retirer la goupille. Je suis retourné dans la cuisine. Les anneaux métalliques du classeur ont fait un cliquetis sec quand je l'ai posé sur l'îlot en marbre, juste à côté de la facture de 925 000 $ que ma mère avait si soigneusement préparée. « Qu'est-ce que c'est que ça, Clara ?» a demandé Becca, les yeux plissés alors qu'elle regardait l'épaisse pile de pages sous pochette plastique. Nous n'avons pas toute la journée pour des albums de souvenirs. Nous devons parler du virement bancaire. L'avocat à Savannah dit que nous n'avons que 48 heures avant que la banque ne commence la procédure de saisie sur la maison de maman. Ce n'est pas un album de souvenirs, Becca, ai-je dit, ma voix aussi ferme qu'un pilier de granit. Tu as apporté une liste de ce que tu veux. J'ai apporté un registre de ce que tu as fait. Puisque nous parlons de régler des comptes et de responsabilités familiales, regardons le bilan. J'ai ouvert le classeur à l'onglet 1, année 1, 14 juin, il y a 8 ans. J'ai commencé à sortir une enveloppe blanche avec un timbre rouge. Élément 1, une photo de mariage. Je te l'ai envoyée une semaine après la cérémonie, en espérant que voir notre bonheur adoucirait vos cœurs. Elle est revenue 11 jours plus tard, non ouverte, avec la mention retour à l'expéditeur. Tu ne voulais même pas voir le visage de l'homme que j'aimais. Ma mère a bougé sur son siège. Clara, nous étions blessés. Tu l'as choisi lui au lieu de nous. Nous avions droit à nos sentiments. Et j'avais droit à une famille. J'ai tourné à l'onglet 3. Année 3. J'ai envoyé un faire-part quand j'ai été promu architecte principal. Je pensais que vous seriez fiers. Élément 7. La carte est revenue, mais l'enveloppe était froissée. Quelqu'un, je suppose que c'est toi, maman, l'a ouverte, a vu le succès que j'avais, puis l'a refermée avec du ruban adhésif transparent avant de la renvoyer. Tu voulais savoir si j'allais bien, mais tu ne voulais pas l'admettre. Becca a levé les yeux au ciel. Alors, tu gardes le vieux courrier? C'est pathétique, Clara. Nous parlons de problèmes du monde réel. Le mariage de Becca est dans 3 mois, et si nous n'avons pas la compte pour le lieu? Le mariage de Becca, ai-je interrompu en tournant au milieu du classeur. Onglet 8. L'année dernière, j'ai vu les photos de ta fête de fiançailles sur Instagram, Becca. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais j'ai reçu un texto d'une amie commune. Le voici. Élément 22. J'ai lu la capture d'écran à haute voix. Becca a dit, c'est tellement plus facile d'avoir un mariage sans le bruit de fond. Clara ferait tout tourner autour d'elle. Quoi qu'il en soit, tu m'as appelé, Becca. Pendant que je construisais une entreprise qui pouvait payer toute ta vie, tu m'appelais bruit. La pièce est devenue silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. Les larmes théâtrales de ma mère commençaient à se former. L'humidité bien répétée qu'elle utilisait pour contrôler mon père pendant 30 ans. Nous ne le pensions pas comme ça, chérie. Nous étions justes. Nous essayions de passer à autre chose. Passer à autre chose? J'ai ri,
Un son court et sec qui n'avait rien d'humoristique. Vous n'êtes pas passé à autre chose. Vous êtes parti. Vous m'avez effacé du récit jusqu'à ce que le récit commence à paraître rentable. Je suis une directrice financière, maman. Je sais lire un marché. Vous n'êtes pas venu ici pour moi. Vous êtes venu ici parce que Forbes a mentionné notre introduction en bourse. Vous êtes venu ici parce que vous avez vu la Tesla dans l'allée et l'art sur les murs. J'ai sorti le dernier élément du classeur, celui qui faisait le plus mal. Il y a 2 ans, quand notre fille Maya est née, j'ai envoyé le faire-part de naissance. J'ai pensé, sûrement un petit enfant serait le pont. Élément 29. Le faire-part est revenu avec un mot au dos de l'enveloppe de ton écriture, maman. Il disait, elle n'est pas des nôtres. N'en envoie plus. Le visage de ma mère est devenu pâle. Les tampons retour à l'expéditeur étaient une chose, mais voir ses propres mots, son propre rejet d'un enfant innocent était un miroir qu'elle n'était pas préparée à regarder. Tu m'as dit qu'Ethan était un problème dans la marque familiale. Tu m'as dit que si je descendais cette allée, je m'éloignerais de tout ce que tu m'as jamais donné. Eh bien, j'ai marché et Ethan et moi avons construit notre propre marque. Une marque basée sur la loyauté, sur le travail acharné et sur le fait d'être présent quand les bancs sont vides. Votre marque est construite sur des factures et l'exclusion. J'ai ramassé sa liste de 925 000 $ et je l'ai tenue entre 2 doigts. Tu veux 500 000 $ pour un fonds de retraite? Tu veux 200 000 $ pour le mariage de Becca? Tu veux que je paie pour le style de vie des personnes qui ont porté un toast à mon absence? Nous sommes ton sang, a crié ma mère, sa voix perdant enfin son vernis poli. Après tout ce que j'ai sacrifié pour t'élever, la nourriture, les vêtements, le toit au-dessus de ta tête, tu nous dois. Élever un enfant n'est pas un prêt sur lequel on perçoit des intérêts une fois qu'ils ont réussi, maman. C'est un choix que tu as fait. Et le toit que tu m'as donné était le même toit que tu as utilisé pour me cacher du monde. Tu ne m'as pas donné une vie. Tu m'as donné un rôle dans ta pièce. Mais j'ai quitté la scène. J'ai lentement déchiré sa liste d'exigences en 2, puis en 4. Les morceaux de papier ont voltigé sur l'îlot en marbre comme des confettis à une fête à laquelle personne ne voulait assister. Le compte est réglé. La dette est annulée. Parce que selon vos propres dossiers, je n'existe pas dans cette famille et un fantôme n'a pas de chéquier. Avant d'arriver à la résolution finale de cette histoire, le moment où je ferme enfin la porte sur le passé et embrasse la famille que j'ai choisie, je tiens à vous remercier de faire partie de ce voyage. Si vous avez déjà dû tenir bon face à des personnes qui ne voient votre valeur que lorsque cela les arrange, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela me dit que je ne suis pas seul dans ce cas. Et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Nous construisons quelque chose de solide ici, une histoire à la fois. Que feriez-vous si vous teniez ce classeur? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai regardé ma mère et ma sœur. Elles n'étaient pas ma famille. C'étaient des étrangères qui partageaient mon ADN et un appétit pour mon compte bancaire. Et pour la première fois en 32 ans, je n'avais pas peur du silence qu'elles étaient sur le point de laisser derrière elles. Le silence qui a suivi la fermeture du classeur a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. La bouche de ma mère remuait sans un son comme un poisson hors de l'eau, tandis que Becca fixait les morceaux déchirés de sa facture comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre les faire redevenir un document entier par la seule force de sa volonté. Le sentiment d'avoir tous les droits qui les avaient amenés à Seattle commençait à se transformer en autre chose. Une réalisation que la fille de l'ombre n'était plus quelqu'un qu'elle pouvait manipuler avec un soupir ou une larme mise en scène. Clara, a finalement murmuré ma mère, sa voix tremblante d'un mélange de fureur et de choc véritable. Tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes ton sang. Après tout ce que j'ai sacrifié pour t'élever, après les années que j'ai passées à m'assurer que tu aies un toit au-dessus de ta tête, c'est ainsi que tu rembourses la femme qui t'a donné la vie. Je l'ai regardé et pour la première fois en 32 ans, je n'ai pas ressenti le besoin de m'excuser d'exister. Élever un enfant n'est pas un prêt sur lequel on perçoit des intérêts une fois qu'ils ont réussi, maman. C'est un choix que tu as fait, et le toit que tu m'as donné était le même toit que tu as utilisé pour me cacher du monde. Tu ne m'as pas donné une vie. Tu m'as donné un rôle dans ta pièce, mais j'ai quitté la scène. Becca s'est avancée, ses talons de créateur claquant sèchement sur le carrelage. Tu es égoïste, Clara. Tu as des millions. Tu vis dans cette maison alors que papa a des difficultés et que mon mariage tombe à l'eau.
Comment peux-tu vivre avec toi-même en sachant que tu pourrais résoudre tous nos problèmes avec un seul chèque? Je résous les problèmes pour les personnes qui comptent pour moi. Becca, le chèque que j'ai fait le jour de mon mariage, celui pour le traiteur et les fleurs pour les bancs vides, c'était le dernier chèque que je ferai jamais pour cette famille. Tu n'es pas venu ici pour être une sœur. Tu es venu ici pour être un agent de recouvrement. Et selon mes dossiers, le compte est fermé. Tu vas le regretter, a dit ma mère en se levant et en attrapant sa valise. Son visage s'était durci pour devenir le masque dont je me souvenais de mon enfance. Celui qu'elle portait quand elle était sur le point d'effacer quelqu'un d'une photo. Tu n'es pas ma fille. J'ai cessé d'être ta fille il y a 8 ans, Eleanor, ai-je dit en utilisant son prénom pour la première fois. Je suis architecte maintenant. Je construis des choses qui durent. Et j'ai construit une vie qui ne comporte pas une seule pièce pour toi à l'intérieur. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai simplement tenue ouverte et je les ai regardés marcher dans la bruine grise de Seattle. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, moins puissante. Ce n'étaient plus les géantes qui dominaient mon enfance. Ce n'étaient que 2 personnes qui avaient échangé le cœur de leur fille contre une chance d'accéder à son compte bancaire. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai fermé la porte, et le clic de la serrure a résonné comme le point final à la fin d'une très longue, très douloureuse phrase. Je suis resté dans le couloir pendant un long moment après leur départ. La maison était redevenue calme, l'air n'était plus lourd de leurs exigences. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé leur taxi s'éloigner dans la brume du nord-ouest du Pacifique. Pendant 32 ans, je m'étais défini par leur absence, par les bancs vides et par les photos sur lesquelles je n'étais pas. Mais alors que je me tenais là, j'ai réalisé que l'arrière-plan était finalement devenu l'image entière. Ethan est entré dans la cuisine. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a vu le papier déchiré sur le comptoir et le classeur bleu marine toujours ouvert à la page de ma photo de mariage. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il est juste venu derrière moi, a posé ses mains sur mes épaules et m'a tiré contre lui. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je vais plus que bien », ai-je dit en me tournant dans ses bras. Je suis libre. La famille n'est pas une question d'ADN ou de nom de famille partagé. Ce ne sont pas les personnes qui n'apparaissent que lorsque votre valeur nette fait la une des journaux ou les personnes qui s'attendent à ce que vous payiez une vie d'exclusion avec un chèque d'1 million de dollars. La vraie famille, c'est la personne qui vous tient la main dans une église vide. C'est la personne qui croit en vos plans quand vous vivez dans un studio avec rien d'autre qu'une boîte à chaussures remplie de rêves. Ce sont les personnes qui vous choisissent chaque jour, non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. J'ai regardé le classeur bleu marine une dernière fois. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai remis dans le tiroir du bas de mon bureau, non pas comme une arme, mais comme un rappel. C'est le registre d'une femme à qui l'on a dit qu'elle était une ombre et qui a décidé de devenir un soleil. C'est la preuve que vous pouvez prendre les briques de la trahison et les utiliser pour construire une forteresse de paix. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Cette histoire ne parle pas seulement d'un mariage ou d'un héritage. Elle parle du moment où vous réalisez que votre valeur n'est pas négociable. Si vous avez déjà dû fermer la porte à des personnes qui refusent de voir votre lumière, je veux entendre votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis tous sans exception. Et si cette histoire vous a rappelé que vous êtes l'architecte de votre propre bonheur, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Nous construisons quelque chose de solide ici, une histoire à la fois.